Donc, sans plus tarder, je vais peut-être commencer en vous parlant, avant de parler des besoins en santé mentale, des enjeux, des défis, vous dire que c'est une perspective un petit peu macro, qui est un sommaire donc de ce qu'on ramasse un peu comme connaissance alors des psychologues, je vous dirais, depuis les dernières années. Alors, d'abord, je voudrais commencer par la mission de l'ordre pour ceux qui la connaissent pas. Donc, la mission d'un ordre professionnel, c'est vraiment de protéger le public au regard des services de ses membres. Alors, donc, ça passe par l'accessibilité des services psychologiques, la qualité de ces services-là et bien sûr le développement de la pratique et la formation continue. Alors, un ordre a bien sûr des fonctions statutaires et doit s'assurer de la compétence à l'admission. Au fil du cursus professionnel de la personne, on va faire des évaluations formatives que sont les inspections professionnelles. Et bien sûr, quand il y a des problèmes qui se posent, ben, on a un mécanisme d'enquête, voire même de poursuite quand un professionnel commet des fautes. Et bien sûr, on est aussi mandaté pour poursuivre pour la pratique illégale des activités réservées de nos membres, donc notamment la psychothérapie, qui est une activité réservée parce qu'elle a été considérée comme étant à haut risque de préjudice depuis 2012, l'évaluation des troubles mentaux, qui est une évaluation diagnostique, et l'évaluation des troubles psychologiques. Alors donc, peut-être juste mentionner en quelques chiffres, l'ordre des psychologues, juste pour vous donner un portrait. Alors, au Québec, on a un grand nombre de psychologues. On a 9 291 membres. Donc, il y a presque la moitié des effectifs des psychologues au Canada qui se trouvent au Québec. Alors, on est gâtés en termes d'effectifs. Il y a 70 de nos membres qui pratiquent la psychothérapie. Il y en a 57 qui font l'évaluation des troubles mentaux, 12 qui font l'évaluation des troubles neuropsychologiques. Et les psychologues sont répartis dans différents milieux de travail. Donc, il y en a 37 qui sont en pratique privée exclusivement. Il y en a 20 qui ont une pratique privée et un employeur, 20 qui travaillent dans le réseau public de la santé et des services sociaux exclusivement, 8 en milieu scolaire et 2 en enseignement et recherche. Alors, donc, ça, c'est un peu le portrait des effectifs psychologiques. Nos sources d'information par rapport aux enjeux en santé mentale, ben d'abord, il y a la littérature scientifique. Donc, on a plusieurs directions à l'ordre, dont une direction de la qualité du développement de la pratique. Alors, et je suis accompagnée aujourd'hui par M. William Aubé, donc, qui est aussi conseiller scientifique aux communications. Et j'en profite pour le remercier parce que c'est lui qui m'a assisté dans toute la préparation de cette conférence et il est une grande contribution à nos sources d'information parce que non seulement il participe à faire les revues de la littérature, mais aussi les sondages qu'on mène auprès de nos membres. Alors donc, outre la littérature, les sondages, on a développé une plateforme qui nous permet une communication bidirectionnelle avec nos membres et ça nous permet de prendre le pouls du terrain parce que les psychologues sont un peu partout dans les régions Québec, même s'ils sont plus concentrés dans les régions de Montréal et Québec. Et donc, ils sont dans des lieux très diversifiés. On a aussi des consultations, collaborations avec différents ministères, donc particulièrement le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, mais aussi le ministère des Aînés, la famille, les ministères de la Sécurité publique, de la Justice. Donc, ça aussi, c'est des sources d'information. Les inspections professionnelles. Alors, on inspecte à peu près 5 de nos membres à chaque année. Donc, c'est 500 psychologues par année, à peu près, grosso modo, qu'on va visiter et qui sont une source d'information importante pour nous de ce qui se passe sur le terrain. Les questions déontologiques. Alors, on a une personne qui répond à 8000 questions déontologiques par année, donc par courriel ou par téléphone. Alors, on a aussi le pouls des préoccupations des membres par là. Bien sûr, les tournées que je peux faire auprès des membres, puis les échanges formels et informels que je peux avoir auprès des membres. Alors donc, on a des sources qui sont assez diversifiées, même s'ils ne sont pas toujours systématisés comme dans des protocoles de recherche, par exemple. Ça nous amène à parler un peu des réalités contemporaines. Les réalités contemporaines en santé mentale, on voit que les besoins sont en constante évolution.
Les besoins de la population sont en croissance, les titres de journaux nous le disent, puis le nombre de demandes de consultation nous le disent. Nous, à l'Ordre, on reçoit des demandes des gens qui viennent sur notre site de référence. Donc, on a des, des chiffres sur le nombre de personnes qui cherchent de l'aide. Et bien sûr, on sait aussi qu'il y a des listes d'attente. Quand on pense au réseau public, par exemple, on sait qu'il y a des listes d'attente qui, avant la pandémie, variaient de 6 mois à 18, 24 mois pour ce qui est du réseau public de la santé. Et cela dit, au moins, on disait avant, ceux qui ont de l'argent peuvent aller au privé. Ce n'est plus nécessairement vrai parce que les bureaux privés se sont aussi un peu saturés pendant la pandémie. Donc, actuellement, la population demande beaucoup de services. Il y a plusieurs raisons qui sont très hypothétiques, mais qui peuvent expliquer ça. Le premier, c'est que il y a toutes sortes d'organisations, d'organismes, puis sociétalement, on a travaillé beaucoup à éduquer la population, donc à éduquer, puis à diminuer le stigma. Alors, c'est sûr qu'il y a 30 ans, dire qu'on allait consulter un psychologue, personne ne parlait de ça dans son salon, alors que maintenant, les gens en parlent assez librement. Et c'est même un plus dans certains milieux de dire, ben moi, je vais voir mon psy. Alors donc, les gens résistent moins à aller consulter. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du stigma, mais cela dit, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, le stigma est moindre. Les gens sont mieux éduqués, c'est-à-dire sont capables de se documenter via toutes sortes de plateformes, puis via aussi les médias, les personnalités publiques, donc qui parlent de leur parcours en santé mentale. Alors, les gens sont mieux éduqués et hésitent moins à aller consulter. Et d'autre part, on a réservé des activités en santé mentale, donc on s'est assuré que les professionnels qui pratiquent ces activités réservées-là étaient compétents. Alors, voilà pour ça. Maintenant, dans les réalités contemporaines, ce qu'on voit, on voit les gros titres de journaux, vous les voyez comme moi, on voit qu'il y a une augmentation de l'anxiété, notamment chez les jeunes, une augmentation aussi des dépressions. Et je m'excuse, il y a quelque chose qui apparaît dans mon écran tout le temps, alors j'essaie de le faire disparaître à chaque minute, donc je m'excuse si ça me distrait un peu. Donc, dans les réalités, on voit qu'il y a une montée de l'anxiété et ce qui est quand même particulier, on peut passer à la diapositive suivante, c'est qu'il y a une forte prévalence, et là je parle des troubles mentaux courants, des troubles mentaux qu'on voit en première ligne, des troubles mentaux qui peuvent affecter n'importe qui et qui risquent d'affecter de toute façon un bon nombre de personnes dans la population générale, forte prévalence des symptômes anxieux et dépressifs. Alors, ce qui est particulier, c'est que, et là, on ne parle pas nécessairement de troubles mentaux graves, mais on parle de consultation pour anxiété, dépression. Ce qui est particulier, c'est que normalement, quand tu as un problème de santé, plus tu le traites, plus il disparaît. Alors que pour les symptômes anxieux, pour les symptômes dépressifs, la réalité, c'est plus on en traite, plus il y en a. Alors donc, ça aussi, c'est questionnant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à enrayer la prévalence des troubles anxieux et dépressifs. Au contraire, maintenant, les indicateurs qu'on a sur le traitement, malheureusement, sont partiels. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, le nombre de prescriptions médicamenteuses qui augmente au fil des ans de prescriptions antidépressives, ben, on a une portion de la réalité. Ce qu'on n'a pas, c'est de quel type de dépression on parle. Donc, toutes les dépressions ne sont pas équivalentes par ailleurs. C'est-à-dire qu'un premier épisode dépressif chez quelqu'un qui a tous les facteurs de pronostic à son avantage est très différent d'un troisième épisode dépressif qui est réfractaire au traitement greffé sur un trouble de personnalité limite avec un problème de jeu compulsif, par exemple. Donc, c'est pour ça que le simple indicateur de traitement pharmacologique ne suffit pas. L'autre chose qu'on ne sait pas, c'est quel est le pourcentage de la population qui a accès à la psychothérapie, parce que les rapports de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux ont fait la démonstration très claire que les traitements de choix, on le sait, pour la dépression, c'est la pharmacopée avec la psychothérapie. Même chose pour le trouble anxieux.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle proportion de la population qui reçoit une prescription va consulter en psychothérapie ou a accès donc au service de psychothérapie. Et l'autre chose que les études de l'INES ont démontré, c'est que la psychothérapie coûte moins cher, donc la pharmacologie, et qu'elle a des effets plus durables. Et c'est pour nous normal que ce soit comme ça, parce que quand on travaille en psychothérapie, bien évidemment, le travail vise à modifier ce qui organise et régule la personne. Donc, on va travailler sur sa régulation des émotions, sur les comportements qui peuvent engendrer des problèmes, sur son système interpersonnel, sur les biais cognitifs qu'elle peut éprouver. Alors donc, on va travailler sur des éléments qui vont être durables par la suite. Alors, maintenant, dans le contexte pandémique qu'on a connu entre 2020 et 2022, si tant est qu'on ait pensé qu'on en est complètement sorti, mais je pense que la majeure, je vous dirais, est vraiment derrière nous, puis on vit avec. Il y a eu une aggravation des problèmes de santé mentale assez important. Cela dit, ça ne veut pas dire que tout le monde est tombé malade et je l'ai dit sur bien des tribunes. Ça veut dire qu'on a eu une exacerbation puis une augmentation de la détresse psychologique. Ce n'est pas nécessairement les réactions psychologiques qui n'étaient pas normales, c'est la situation qui ne l'était pas. Donc, beaucoup de gens sont devenus très anxieux. Il y avait de très bonnes raisons de l'être, puisque la situation était hors du contrôle des gens et qui devaient s'adapter rapidement à énormément de choses qui étaient assez imprévisibles par ailleurs. Donc, en octobre 2020, nous, on avait fait un sondage auprès de nos membres et parallèlement, on avait fait une recension de la littérature sur les impacts de la pandémie sur la santé mentale. Et les deux sources d'information concordaient assez bien, c'est-à-dire que ce qu'on observait, ce que nos membres nous disaient, autant dans le réseau public de la santé qu'en cabinet privé, c'est qu'il y avait une augmentation de la détresse psychologique ou une aggravation des symptômes préexistants, une augmentation de la consommation d'alcool ou de drogue, une augmentation des difficultés cognitives rapportées aussi, notamment des troubles de concentration, une augmentation des demandes de consultation et j'ajouterais des demandes de consultation urgentes. Donc, pour anxiété, symptômes dépressifs, enjeux relationnels, difficultés parentales. Et on peut très bien comprendre quand on se rappelle bien du contexte que certaines personnes ont vécu. Donc, quand on regarde en comparaison, parce qu'on avait des bonnes raisons de penser que les demandes de consultation au privé s'étaient calmées. Et quand on regarde en 2023, parce qu'on vient de poser la question à nos membres, il y a encore 52% des gens au privé qui rapportent une hausse considérable du volume des demandes par rapport à la dernière année. Alors donc, je pense qu'on n'est pas encore sorti. J'ai toujours dit que les impacts de la pandémie sur la santé psychologique allaient durer plus longtemps que la pandémie elle-même. Alors, quand on regarde un petit peu ce que l'American Psychological Association nous dit, ben, au regard de différents troubles, notamment les désordres anxieux, les troubles dépressifs, les désordres liés au stress, les désordres de sommeil et ainsi de suite, on voit aussi qu'il n'y a pas de diminution. Au contraire, donc il n'y a pas de diminution entre 2020 et 2022, mais soit la tendance se maintient, soit parfois on voit même une légère augmentation. Alors donc, c'est une tendance nord-américaine. Au regard des pistes de réflexion par rapport aux enjeux contextuels ou des facteurs qui peuvent contribuer à expliquer pourquoi cette hausse de consultation, pourquoi cette nécessité de s'occuper de la santé mentale. Ben d'abord, évidemment, il y a eu la pandémie, mais il faut quand même se rappeler qu'avant la pandémie, les listes d'attente au public étaient très longues et on parlait vraiment, dépendamment des régions puis des services, de 6 à 18, 24 mois. Là où c'était différent, c'est que les gens qui avaient les moyens pouvaient consulter de façon autonome en cabinet privé, ce qui causait une inéquité importante au niveau de l'accessibilité des services parce que c'est quand même très questionnant en 2023 que l'accès à des services de santé qui ont été démontrés comme étant efficaces soit tributaire du portefeuille qu'on a. Alors, donc, je pense qu'on a une mise à niveau à faire au regard de la santé mentale. Alors, il y a eu la pandémie, il y a eu les tensions internationales, notamment la guerre en Ukraine, et encore là, à très petite échelle,
et de façon pas nécessairement significative. Moi, je me souviens que dans mon entourage, au sortir de la pandémie, quand la guerre a commencé, les gens étaient d'une anxiété démesurée. Et mon interprétation, c'est qu'il y avait des relents. En fait, on ne s'était pas remis justement psychologiquement de la pandémie, que ça éclatait. Et ce que ça faisait, c'est que beaucoup de gens me disaient anticiper le pire. C'est-à-dire que là, certaines personnes parlaient de Troisième Guerre mondiale, donc de conscription au Québec. Alors évidemment, ce n'est pas arrivé. Cela dit, c'est comme s'il y avait une succession d'événements négatifs et le cerveau encode les événements négatifs de façon euh, assez marquée par rapport aux événements positifs. Donc, quand on a un événement négatif grave, on sait à quel point il est assez indélébile. Alors donc, l'autre phénomène qui est préoccupant, c'est la solitude, l'isolement. Beaucoup de gens sont assez seuls et dans nos bureaux en psychothérapie, la solitude est un facteur qui est quand même important et qui, à mon avis, amène les gens en consultation également parce que même si on a énormément de connaissances, de relations et d'amis Facebook, d'amis sur les réseaux sociaux, de likes, etc., ou de visibilité, quand on traverse une crise de vie, c'est-à-dire que si, par exemple, on est hospitalisé pour quelque chose, on perd notre emploi, les gens qui font, par exemple, une faillite personnelle, qui éprouvent des difficultés, un enfant gravement malade, un parent gravement malade, on devient proche aidant. Les gens n'ont pas nécessairement de réseau et de tissu social ou communautaire autour d'eux pour obtenir de l'aide. Et ça engendre aussi une certaine détresse, une certaine anxiété. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de trouver vraiment un vrai appui et de pouvoir trouver des gens sur qui compter vraiment sans jugement et euh, sans se sentir redevable, si vous voulez. Alors donc, ce tissu-là, c'est un peu effrité, ce qui fait que les gens, puis même au niveau des familles, les gens vivent quand même plus de solitude. L'image des médias sociaux, on en parle beaucoup, mais ça donne parfois une perspective idéalisée de ce que les autres vivent et une perspective des biais cognitifs par rapport à ce qu'on vit. C'est-à-dire que quand on regarde un peu ce qui se passe, les beautés de la vie des gens sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression qu'on a une vie assez morne. Mais cela dit, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Mais ça donne une image ou une perspective qui peut finir par contribuer à engendrer des biais cognitifs. Et qui aussi exerce une pression particulièrement chez les hommes. La recherche de sens, donc, les changements climatiques ne sont pas sans impact psychologique. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, on ne parlait pas d'éco-anxiété. Aujourd'hui, on a clairement identifié l'éco-anxiété comme étant une problématique nouvelle de santé psychologique. Donc, l'objet de l'anxiété est très environnemental, mais cela dit, il est très présent. L'incertitude, on sait que la tolérance à l'incertitude fait partie des éléments fondamentaux de la résilience. Mais donc, on vit, je pense, plus d'incertitude qu'avant au regard justement de la rapidité et de la diversité des adaptations qu'on a à faire dans une vie. Vous savez, outre les événements contextuels qu'on a passés dans les dernières années, c'est fini le temps où on fait sa vie en pensant que on va finir sa vie avec le conjoint avec qui on l'a commencé. Ça arrive, évidemment, mais pas dans la majorité des cas. Alors, dans la vie, on change de conjoint ou de conjointe ou de configuration familiale, donc beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup plus de diversité, de possibilités. Les changements, évidemment, qui ont toujours existé, c'est-à-dire que le fait que les enfants grandissent, qu'ils quittent la maison, de prendre la retraite, ainsi de suite, on vit ces transitions de vie-là. Mais il y a des transitions de vie qui sont plus fréquentes et plus présentes qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne finit pas nécessairement la carrière dans l'entreprise où on la commence. Donc, c'est terminé, c'est révolu cette époque-là. On n'achète pas une maison dans sa vie, mais on achète plusieurs maisons ou encore on vit dans plusieurs appartements ou dans plusieurs villes. Alors donc, il y a beaucoup d'adaptations et de changements de cursus de vie possibles. La diversité des valeurs aussi.
Donc, encore là, on vit dans une société où on a des valeurs pluralistes. Et donc, ça crée certaines tensions sociales, ça crée certains défis par rapport au fait de mieux vivre ensemble et à la bienveillance donc qu'on peut éprouver. C'est très difficile de vivre dans le respect quand il y a des éléments qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. Alors donc, la compréhension des choses, la perspective sur les choses, les valeurs sociales sont beaucoup plus diverses. Il y a beaucoup plus d'émotions brutes, donc je constate qu'on vit dans une société où parfois j'ai l'impression qu'il y a une carence en nuances et plus de pensées sectaires, plus de pensées radicalisées. Ça a été particulièrement vrai donc en cours de pandémie. Et pour moi, l'évolution de la pandémie a été un observatoire extraordinaire parce qu'en début de pandémie, il faut se rappeler que tout le monde dessinait des arcs-en-ciel, tout le monde plantait des fleurs, tout le monde faisait du pain, puis tout le monde se tenait la main en applaudissant nos décideurs, puis en disant ça va bien aller. Et ce discours-là s'est effrité au fil du temps parce qu'on n'a pas tous vécu la pandémie de la même façon, on n'a pas tous gardé la même compréhension, la même perception de la situation, et surtout, on n'a pas tous vécu la pandémie dans le même contexte et avec les mêmes difficultés. Donc, et avec le même accès à l'information. Alors, donc, on a vu des ruptures à travers les amitiés, les familles et ainsi de suite. Donc, la pensée qui se radicalise, et j'ai toujours tendance à rappeler que quand le système psychique est fatigué, quand il s'épuise parce qu'il est en stress chronique, et c'est ce qu'on a vécu pendant la pandémie, donc un stress chronique pendant lequel on s'adapte, et etc., etc., ça met en échec, parfois temporairement, ce que j'appelle les fonctions exécutives, et fonctions exécutives incluant la capacité de jugement, la capacité de prendre du recul, la capacité de penser avec une façon analytique, réflexive, nuancée, voire même la capacité d'empathie et de bienveillance. Alors donc, euh, l'érosion du désir aussi, qui est un phénomène pour moi qui est important, c'est-à-dire qu'on est dans une société de production, dans une société où on veut obtenir des choses rapidement, dans une société de rendement, de performance. Alors, on désire pas longtemps les choses, on se les procure souvent, donc on les consomme, et on oublie qu'il y a du plaisir à désirer les choses et que quand on désire quelque chose, le plaisir en est encore plus grand quand on l'obtient. Et finalement, un dernier élément, pour n'en nommer que quelques-uns, c'est l'intolérance au mal-être. Alors donc, je pense qu'il y a une éducation psychologique à faire pour faire la distinction entre être anxieux contextuellement dans une situation où c'est tout à fait normal et tout à fait adapté d'être anxieux, ou encore avoir des sentiments dépressifs quand on vit un deuil, puis c'est normal d'avoir ces sentiments-là, versus développer un trouble anxieux, traverser une crise de vie, ou encore pendant plusieurs semaines consécutives, éprouver une perte du plaisir, s'isoler socialement, ne plus avoir envie de tout ce qui nous faisait envie avant. Et donc, je pense qu'il faut faire la distinction pour justement euh, outiller nos jeunes à apprendre à tolérer un certain mal-être. Mais encore là, ce qui est un grand défi pour moi, c'est quel est le mal-être qui est normal, puis qu'on doit apprendre à tolérer pour se construire, donc comme personne qui va être équilibrée, versus ne pas laisser quelqu'un en détresse sans lui procurer de l'aide parce qu'il va se développer avec des carences. Alors ça fait partie pour moi des défis qui sont à venir. Maintenant, quand on regarde un regard sur l'avenir, quels sont nos enjeux? Ben, je pense qu'il faut travailler. Quand on, quand on parle, on va arriver donc à bien s'occuper de la santé mentale. Il faut travailler sur les 4 éléments qui sont là. Il faut absolument travailler sur la prévention, il faut travailler sur l'accessibilité, la qualité des services et la continuité des services. Et là, je vais m'expliquer. Et pour moi, c'est 4 éléments qui sont essentiels. Pourquoi la prévention? Ben justement, pour désengorger, pour outiller les gens, pour les aider à développer
une saine hygiène de vie sur le plan psychologique. On l'a fait pour la santé physique, c'est-à-dire que dans les écoles, on a sorti la malbouffe. On a inclus dans les cours d'éducation physique l'éducation à la santé. On leur a montré l'importance du sommeil, l'importance de ne pas consommer, l'importance de bien manger. On les a fait courir, on les a fait bouger. Alors donc, je pense qu'il faut faire la même chose au regard de la santé psychologique. Donc, expliquer ce que c'est que l'anxiété, expliquer ce que c'est que les éléments dépressifs, expliquer qu'est-ce qui est normal, quand est-ce qu'on doit consulter, où est-ce qu'on doit s'adresser, quels sont les outils qu'on peut développer pour gérer le stress et l'anxiété qui sont quotidiens puis qui sont pas nécessairement, qui vont pas nécessairement devenir problématiques. Et donc, ça fait partie, je vous dirais, des éléments qu'on a à faire. Et il faut se rappeler que quand on veut travailler sur la prévention chez les jeunes, ça prend des adultes de référence autour d'eux auxquels ils peuvent se référer, se confier, des adultes qui gardent un regard, qui ne les empêchent pas de développer leur autonomie, mais qui sont là en filet de sécurité et à l'école et à domicile et au niveau de la communauté. Alors donc, à mon avis, il y a un rôle crucial des milieux communautaires et des milieux qui entourent les jeunes à cet égard-là. Et quand on parle de prévention, c'est aussi vrai en milieu de travail. Donc, donner des conférences sur la santé mentale, faire de l'éducation psychologique à la santé mentale, je pense qu'on devrait le faire autant dans les milieux d'éducation à tout niveau que dans les milieux de travail. Même chose donc dans les médias. Et quand on parle de prévention, ben, ça m'amène à parler des autosoins, parce que pour moi, les autosoins sont beaucoup liés à la prévention ou encore au maintien, plus qu'au traitement actif, donc d'un problème de santé mentale. Et ça, je pense que ça fait partie des éléments donc qu'on doit adresser. Ensuite, on doit adresser l'accessibilité. Ça, l'accessibilité, on peut changer de diapo. On en parle beaucoup actuellement, particulièrement avec la réforme du réseau de la santé, donc, et le projet de loi 15 de M. Dubé, ministre de la Santé. Alors donc, on parle beaucoup d'accessibilité aux services. Moi, je suis très préoccupée par l'accessibilité aux services de santé mentale. Mais cela dit, il ne faut pas oublier qu'avec l'accessibilité, on ne doit pas faire de compromis sur la qualité des services. Alors, comment est-ce qu'on les définit, l'accessibilité et la qualité? Comment est-ce qu'on les mesure? Actuellement, on a des indicateurs qui sont exclusivement quantitatifs, c'est-à-dire les durées moyennes de traitement, les listes d'attente, ainsi de suite. Mais on ne mesure pas nécessairement qualitativement le mieux-être de la personne, le nombre de rechutes, est-ce qu'il a le bon service? Donc, ça, pour moi, ça fait partie des enjeux importants parce que quand on parle d'accès, vous savez, j'ai travaillé longtemps dans le réseau public de la santé, puis c'est très facile de faire disparaître quelqu'un d'une liste d'attente. Donc, on a juste à prendre une requête, à l'enlever d'une liste d'attente centrale, à l'envoyer sur le bureau d'un professionnel qui, par ailleurs, a aussi une liste d'attente pour le faire disparaître d'une liste ou encore à faire un premier coup de téléphone pour évaluer la demande. Puis le service peut venir des mois et des mois après. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'accessibilité, on va y arriver quand on va être capable de donner ce dont on parle depuis 30 ans, le bon service par le bon professionnel au moment opportun à la personne qui en a besoin. Alors donc, pour moi, accessibilité et qualité vont ensemble. Et la qualité des services, bien, encore là, c'est important non seulement de développer des programmations cliniques, mais on a développé une culture de la mesure dans le réseau public. Je pense que c'est important de s'assurer qu'on mesure bien la qualité des services, puis qu'on mesure bien aussi l'évolution de la personne qui passe par ces services et non pas uniquement donc, la durée du service, et je pense qu'il faut en mesurer l'adéquation. Alors, la diapo suivante, je voudrais juste donner une perspective, en fait, de l'évolution du nombre de psychologues dans le réseau public et du nombre de psychologues dans le réseau privé. Alors, vous avez le réseau public en bleu et le réseau privé en jaune. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une déplétion importante depuis un peu plus de 10 ans des psychologues qui travaillent dans le réseau public et une augmentation importante des psychologues qui travaillent au privé. Alors donc, ça ne fait pas en sorte qu'on a moins de psychologues au Québec, ça fait en sorte qu'on a moins de psychologues dans le réseau public de la santé et donc, on a moins d'accès universel et malheureusement, on ampute un peu
une partie de l'offre de services en santé mentale dans le réseau public si on ne rectifie pas la situation. Et quand on regarde le diagramme suivant, dans le réseau scolaire, c'est encore plus dramatique, c'est-à-dire que vous avez en bleu le nombre de psychologues qui chutent de façon significative dans les écoles, mais vous avez en jaune le nombre d'élèves qui augmente, donc de façon significative dans les écoles. Alors, si on veut travailler sur l'éducation, si on veut travailler sur des cultures, si on veut travailler sur le règlement ponctuel de consultations rapides parfois qui peuvent justement se faire au sein des écoles, encore là, je pense qu'il faut adresser donc ces difficultés et on connaît évidemment les éléments qui font qu'il y a une migration vers le réseau privé. Maintenant, est-ce que la télépratique est une solution? Parce qu'il faut comprendre que la pandémie nous a amené à développer à la vitesse grand V la télépratique. Avant la pandémie, on avait 30% de nos cliniciens qui offraient des consultations en télépratique avec certaines recherches qui démontraient l'efficacité de ça. Aujourd'hui, c'est 90% des psychologues qui font cette offre de service-là. C'est un service qui est apprécié par la clientèle. Cela dit, c'est un service qui a ses limites parce que ça règle, par exemple, le problème de la proximité du bureau du psychologue. Donc, c'est possible de consulter un psychologue. Si vous êtes en région, par exemple, vous pouvez consulter un psychologue n'importe où au Québec. Mais par ailleurs, ça n'augmente pas nécessairement la disponibilité des psychologues. Et moi, je dis toujours, ça peut aider le parent monoparental qui couche ses enfants le soir et qui ne peut pas nécessairement se déplacer, ou encore le producteur agricole qui doit faire 2 heures de route pour aller faire une consultation qui ne peut pas nécessairement laisser donc son entreprise. Mais ce n'est pas une solution universelle, puis ce n'est pas une solution non plus avec tous les clientèles, parce qu'on a dans notre 90% de psychologues qui offrent, qui font une offre de service en télépratique. Dans la majorité, ce n'est pas une offre de service exclusivement en télépratique. Donc, les gens ont le choix d'aller en présence dans les bureaux. Il y a encore des gens qui privilégient ça, surtout en début de consultation, versus en télépratique. Alors, il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais, puis malheureusement, on a trop tendance encore trop tendance à le faire, mais il ne faut jamais essayer d'adapter une solution simple à une problématique qui est complexe. Donc, le problème d'accès et de qualité des services en santé mentale actuellement, il est complexe. Je pense qu'il faut le regarder avec plusieurs paires de lunettes et on ne peut pas penser qu'on va s'adresser aux 4 éléments auxquels il faut s'adresser. Puis il faut s'adresser à ces éléments-là, donc prévention, accès, qualité et continuité. Il faut s'y adresser avec une perspective de santé publique, puis même une perspective systémique pour arriver à répondre à la question comment ça se fait qu'on traite de plus en plus de problèmes de troubles mentaux courants et qu'il y en a de plus en plus. Donc, peut-être qu'il va falloir se poser des questions sur les sources aussi. Alors, et finalement, la continuité. Je pense que la continuité des services, on l'oublie trop souvent parce qu'on a eu tendance à adapter en santé mentale le modèle de la santé physique d'épisode de soins. Donc, l'épisode de soins, c'est-à-dire un problème de santé, tu rentres à l'hôpital, on le fait traiter, dans les 48 heures qui suivent, il arrive ça, puis ensuite, il y a un congé, et ainsi de suite. En santé mentale, c'est plus complexe que ça et les évolutions sont à géométrie très, très, très variable. Et je pense qu'il faut arrimer la continuité des services avec les besoins parce qu'il y a énormément de ruptures de services actuellement. Et quand la personne, moi j'ai participé à des forums en santé mentale au cours des dernières années et j'ai entendu des patients partenaires dire des choses extrêmement sages telles que quand est-ce que vous allez essayer, quand est-ce que vous allez cesser de développer des offres de services qui font sens pour les décideurs mais qui ne font pas sens pour les patients? Et deuxième question, quand est-ce que vous allez arrêter de nous donner congé définitif dès qu'on va mieux et de nous littéralement mettre à la porte? Alors, et je fais une différence entre les troubles mentaux ponctuels et les troubles persistants qui vont continuer dans le temps. Pour moi, un trouble ponctuel,
c'est l'équivalent en santé mentale d'une fracture de la cheville. On la traite, elle guérit, c'est fini. Donc, pour moi, un épisode dépressif majeur unique, ça peut ressembler à ça ou se comparer à ça. Et si vous trouvez la comparaison boiteuse, c'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver pour dire qu'en santé mentale, il y a des troubles ponctuels, il y a des crises de vie, il y a des épisodes qui peuvent affecter n'importe quel individu bien sainement constitué. Et ça, pour moi, c'est une chose. Mais il y a aussi des gens qui vont être aux prises avec soit des troubles mentaux plus graves ou soit des troubles neurodéveloppementaux. Et donc, si on pense à une personne qui souffre de schizophrénie ou encore à quelqu'un qui vit avec un retard mental et troubles de comportement ou encore avec troubles du spectre de l'autisme et difficultés langagières, par exemple, ben, ces gens-là vont avoir besoin de certains services pendant la petite enfance, de services différents. Donc, au moment où il y a un développement des relations sociales à l'adolescence, de services différents pour l'aide à l'emploi, pour l'aide à l'hébergement ou l'accès à un logement. Mais pour moi, il va y avoir une continuité de service. Ça ne veut pas dire que l'intensité de service ne variera pas, mais ça veut dire qu'il faut penser que ces gens-là, à chaque fois qu'ils doivent reconsulter, c'est le parcours du combattant et ce n'est pas nécessairement les gens les plus outillés pour faire ce parcours-là. Alors donc, si on veut prendre soin de notre population, il faut avoir une perspective des troubles mentaux euh, qui est aussi diversifiée que le sont les troubles mentaux, justement. Alors donc, finalement, je vous dirais, la santé mentale, je pense que ça devrait être reconnu autant que la santé physique parce qu'elles s'inter-influencent mutuellement. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui à quel point on ne peut pas cliver les deux santé, c'est-à-dire qu'on a un individu qui a une santé globale. On sait à quel point si vous êtes aux prises avec un problème de santé chronique ou encore avec des douleurs chroniques, ça va affecter votre santé mentale. Puis on sait que si vous avez des troubles mentaux, l'inverse est vrai aussi. Donc, il y a une inter-influence entre les deux. Et je pense qu'il faut absolument, et on a vraiment débattu ce point en commission parlementaire dans la réforme du réseau de la santé, de la gouvernance de la santé de M. Dubé, il faut absolument distinguer les services de santé mentale des services sociaux. Services sociaux qui sont très importants, mais qui viennent parfois avec les services de santé mentale. Donc, par exemple, dans l'aide à la jeunesse, par exemple, avec les troubles mentaux graves, tels les troubles psychotiques, par exemple, en gérontopsychiatrie. Mais ça ne vient pas tout le temps ensemble et vient autant ensemble des services de santé physique que de santé psychologique, que des services sociaux et des services de santé mentale. Donc, par exemple, quand on regarde là où sont les psychologues qui donnent des services de santé mentale dans les milieux hospitaliers, on en retrouve autant en cardiologie, en oncologie, en réadaptation, donc qu'en santé mentale. Alors, à distinguer, il faut arrêter d'avoir cette confusion entre services sociaux et services de santé mentale. Et il faudrait que la considération qu'on a pour la santé mentale paraisse. Donc, dans les fonds, dans les moyens qu'on se donne, et je pense qu'on sous-estime encore les impacts de ne pas la traiter adéquatement. On a tendance à dire quand ça ne saigne pas, ça a l'air moins urgent, mais des fois, ça l'est tout autant. Et donc, on le voit actuellement là, dans les problématiques sociales qu'on peut voir. Alors, il ne faut pas sous-estimer les impacts. Vous savez, les problèmes de santé mentale, c'est la première cause d'hospitalisation chez les jeunes et c'est une des plus grandes causes d'absentéisme à long terme au travail, donc chez les personnes. Cela dit, il y a des coûts humains, il y a des coûts familiaux, il y a des coûts financiers, il y a des coûts sociaux à ne pas la traiter adéquatement. Alors, et dans une perspective élargie, je pense qu'il faut penser en dehors de la boîte. Et si on veut s'occuper de prévention, d'accessibilité, de qualité, de continuité, il faut vraiment avoir une perspective globale et réfléchir pour ne pas faire plus de ce qu'on a fait avant ou plus de la même chose.
je pense que ça demeure essentiel. Et je finirai sur une phrase, si on ne s'en occupe pas, en fait, de la santé mentale, elle va nous rattraper, elle va s'occuper de nous. Et je finis sur une phrase du sociologue Edgar Morin que j'aime beaucoup et qui, je trouve, s'applique très bien à la perspective du traitement de la santé mentale. C'est qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et je pense que le traitement de la santé mentale fait partie de l'urgence de l'essentiel actuellement. Merci beaucoup.